Très bien. Chers amis, merci de votre participation à cette conférence en ligne où nous accueillons encore une fois et très chaleureusement et très heureusement Evelyn Game, docteur en histoire contemporaine, qui, à l'occasion d'un colloque qui a été présenté au Musée de l'air et de l'espace au Bourget, a présenté une conférence. Et c'est cette conférence que l'association Histoire et Mémoire de la Captivité vous propose maintenant d'entendre à nouveau dans un premier temps, donc cette présentation par Evelyn Game, puis pour la suite un petit temps peut-être de questions-réponses autour de ce sujet. Vous pouvez aussi voir ou revoir toutes nos sites internet de l'association, de la même façon que sur la chaîne YouTube, les différents supports audiovisuels sont diffusés, accessibles. N'hésitez pas à les voir, les revoir, à les faire connaître. Voilà, encore merci à Evelyne pour le temps qu'elle consacre à ce travail, à cette mémoire et à l'association. Un grand plaisir et tous nos remerciements que je lui passe maintenant la parole. Bien, merci. Bonjour à tous. Alors, cette intervention a déjà été, comme tu le disais, donnée le 15 mai 2025 sur le site même du retour aérien de Français, pas seulement de prisonniers de guerre. Donc, c'est au Bourget. Alors, le Bourget, pour ceux qui ne sont pas ni parisiens ni d'Île-de-France, ça se situe à côté de Saint-Denis, donc on est au nord-est de Paris, pas très très loin de Paris. Et donc, le musée de l'air et de l'espace, qui est situé dans l'aéroport du Bourget, avait organisé cette journée. Et je voudrais remercier à nouveau Estelle Fournant, qui a vraiment œuvré beaucoup pour que les prisonniers de guerre et l'association Histoire et Mémoire soient inclus dans cette journée de réflexion sur le retour aérien. Donc moi, je vais vous parler du rapatriement des prisonniers de guerre au Bourget, en se demandant si c'est un retour spécifique. Le projet de rapatriement des Français en Allemagne date du 8 novembre 1943, parce que c'est la date de la création du commissariat aux prisonniers déportés réfugiés, qu'on va appeler le commissariat PDR, hein, c'est l'acronyme de prisonniers déportés réfugiés. Et ce commissariat, confié à Henri Freinet, a comme cahier des charges notamment d'organiser le rapatriement. Pas uniquement le rapatriement des prisonniers de guerre, mais le rapatriement de tous les Français en Allemagne. C'est pour ça que, même si principalement je vais évoquer les prisonniers de guerre, de temps à autre, évidemment, je parlerai des autres Français qui étaient captifs. Le nombre de Français rapatriés est méconnu en 1943, sauf pour les prisonniers de guerre. C'est leur première spécificité par rapport aux autres Français, parce que les prisonniers de guerre sont suivis depuis les débuts de la capture par l'administration de Pétain. Et on sait en novembre 1943 qu'il y a 950 000 prisonniers de guerre à faire rentrer. Alors ce chiffre diminuera évidemment au fur et à mesure parce qu'il y aura des retours avant, mais voilà, 950 000 prisonniers de guerre à faire revenir. Pour les autres catégories de Français, donc les déportés, les requis du STO, les travailleurs en Allemagne, le commissariat de Freinet ne peut s'appuyer que sur des estimations. Deuxième élément important, deuxième difficulté, Henri Freinet réfléchit au retour, donc à partir de la fin de l'année 1943, alors que les opérations militaires ont toujours lieu et que ce sont les commandements suprêmes anglo-américains et soviétiques qui sont responsables sur ces territoires. Donc la France ne peut pas intervenir tant que les commandements alliés ne l'acceptent pas, ne l'autorisent pas. Et à ce sujet-là, justement, les alliés, notamment les anglo-américains, veulent donner la priorité dans les rapatriements aux prisonniers de guerre
parce qu'ils peuvent reprendre les combats et donc participer à l'attaque finale sur le territoire allemand. Et pour ce faire, les Anglo-Américains ont regroupé les prisonniers de guerre dans le premier bureau du quartier général des forces alliées, alors que les autres, les personnes déplacées, dépendent du 5e bureau. Donc il y a une nette séparation entre les prisonniers de guerre et les autres, alors que du point de vue français, la fiche de route de Freinet ne demande pas de traitement séparé entre les prisonniers de guerre et les autres Français. Il faut rapatrier tout le monde, et il faut rapatrier tout le monde rapidement, entre 100 et 150 jours, pour que les rapatriés, justement, puissent participer à la reprise de la vie politique. Le rapatriement pendant plusieurs mois est essentiellement terrestre, alors soit à pied, soit par camion, essentiellement par chemin de fer, et il va devenir aérien à partir du mois de mars 1945, c'est-à-dire à partir du moment où du côté occidental, les Alliés franchissent le Rhin, et du côté oriental, les Soviétiques se rapprochent de plus en plus des frontières du Reich et puis de la capitale Berlin. L'Allemagne à cette époque-là est dans une très très grande désorganisation qui gêne les combats. C'est pourquoi le rapatriement aérien va aussi être mis en œuvre pour permettre aux derniers combats de pouvoir se faire dans la plus grande efficacité. On va d'abord regarder, donc, voir ensemble que les rapatriements ont d'abord été le fait des Américains et ensuite seulement des Français. Lorsque les Anglo-Américains franchissent le Rhin, ils demandent aux Français qui sont donc retenus en Allemagne de rester sur place et d'attendre d'être pris en charge. Des camps ont été créés à cette occasion par des commandants de région. Ces camps sont accompagnés de services de santé, mais beaucoup de Français décident de rentrer par leurs propres moyens. Et donc 200 000 rapatriés affluent vers les frontières françaises, alors qui pose un problème concret qui est d'interférer dans les combats, puisque les Français qui rentrent vers la France croisent les armées qui entrent dans le territoire allemand pour combattre les nazis. Et puis, il y a toujours ce souvenir de la Première Guerre mondiale et de la crainte des épidémies, à l'image de la grippe espagnole qui avait frappé les pays européens à la fin de la Première Guerre mondiale. Et c'est donc cette désorganisation, cet afflux qui font comprendre aux Américains qu'il faut accélérer le rapatriement. Et les Américains proposent, dès le 11 avril 1945, d'acheminer par avion vers la France 8000 rapatriés par jour. Et pour ce faire, ils utilisent en fait les forteresses volantes, les avions qui ravitaillent les troupes au sol en train de se battre, les ravitaillent en munitions, en alimentation et puis en soins médicaux. Et pour que ces avions ne rentrent pas à vide, les Américains proposent d'acheminer 8000 rapatriés qui n'atterrissent pas que au Bourget, d'ailleurs, qui vont atterrir sur tous les aéroports encore en état d'accueillir des avions. Donc Châteaudun, Brissy, près d'Orléans, Chaumont, Dijon, Bordeaux, Lyon, etc. 116 000 prisonniers de guerre sont ramenés de cette manière-là par les Américains, par les forteresses volantes. Ces prisonniers qui rentrent sont en bonne santé globalement, parce que dans ces forteresses volantes, il n'y a évidemment aucun confort, puisque ce n'est pas le but, ce sont des transporteurs, et puis il n'y a pas non plus de personnel médical qui puisse accompagner les blessés qui sont soignés sur place, qui sont soignés en Allemagne, ou certains sont déjà soignés en Suisse. L'organisation française pour rapatrier leurs propres concitoyens va se mettre en place dès le mois de mars 1945, même si
les Français savent qu'ils ne pourront pas intervenir avant la capitulation allemande, dont évidemment en mars, on ne sait pas encore quand elle aura lieu, mais cette décision de n'intervenir qu'à la capitulation a été décidée en novembre 1944 par les Alliés. Les Français se tiennent donc prêts, et notamment le ministre de l'Air, Charles Tillon, qui, à partir du 31 mars, encourage l'organisation d'une unité d'avions qui doivent pouvoir intervenir dès que la capitulation est annoncée. Et donc, ces unités d'avions ne sont pas indispensables au combat et ne sont pas sous commandement allié. Le 18 avril 1945, le comité de défense nationale se réunit et Charles de Gaulle prend la décision de former un service des transports aériens militaires qui prolonge ce que Charles Tillon avait commencé à ébaucher, c'est-à-dire faire des unités d'avions, acquérir des avions, les remettre en état et remettre en état aussi les aéroports. À partir du 8 mai, donc, la capitulation occidentale a eu lieu, le plan de rapatriement français peut commencer. Et il y a un petit délai de mise en place, mais ce plan de rapatriement est accéléré le 21 mai lors d'une réunion au cabinet de Charles Tillon, parce que lors de cette réunion est présent Marcel Paul, qui est le ministre de la Production industrielle, mais ce qui est surtout intéressant pour nous, c'est que c'est un ancien déporté, c'est un résistant qui vient d'être rapatrié justement par une de ces forteresses volantes et qui fait comprendre à tous l'urgence de la situation des prisonniers, déportés et réfugiés. Si bien que le 21 mai est créé le groupement des moyens militaires de transport aérien, dont l'acronyme est GMMTA, et qui va donc gérer le rapatriement. Avec deux difficultés. Les pilotes de ces avions ont besoin d'informations et notamment savoir où se situent les lieux de regroupement pour pouvoir faire atterrir leurs avions et repartir avec les rapatriés qu'ils convoient. Et puis, les pilotes ont besoin des autorisations parce que l'Allemagne est organisée en zone d'occupation. Dont voici la représentation. Donc, la zone soviétique est évidemment à l'est, la zone britannique est au nord, la zone française longe les frontières françaises, et puis la zone américaine occupe le centre et le sud de l'Allemagne. Et les pilotes des avions du rapatriement ont besoin des autorisations pour atterrir dans ces zones d'occupation. Et ils n'auront pas l'autorisation soviétique avant le mois de juin. Et pour les autres, il faudra systématiquement pour chaque vol qu'une autorisation soit accordée. Les pilotes savent aussi qu'ils vont devoir évacuer, parce que ça c'est Marcel Paul qui leur a dit, ils vont devoir évacuer des blessés, alors qui sont évacuables, hein, parce qu'encore une fois, les blessés les plus gravement atteints sont soignés sur place en Allemagne. Mais les blessés transportables ont quand même besoin d'un accompagnement médical dans ces avions et le pilote ne peut pas s'occuper de tout faire dans l'avion. Donc, ce sont des infirmières pilotes secouristes de l'air, les IPSA, qui vont se charger de l'aspect médical du transport. Alors, les IPSA, elles sont surtout connues pour l'action considérable qu'elles ont eue pendant la guerre d'Indochine, mais en fait, c'est une unité qui est créée dans l'entre-deux-guerres, dans les années 30, qui dépend de la Croix-Rouge, qui est dissoute pendant la période pétainiste, mais qui ces femmes, ces infirmières restent quand même en contact, ne se séparent pas, si bien qu'en août 1944, bien que n'étant pas officielle, il y a une unité d'IPSA qui est installée justement à l'aéroport du Bourget et qui va intervenir, donc être convoyeuse dans les avions de rapatriement pour gérer et
accompagner les blessés qui le nécessitent. Alors, parmi ces blessés, il y a des déportés, mais il y a aussi des prisonniers de guerre, puisque tous les prisonniers de guerre ne rentrent pas en bonne santé en France. Le rapatriement est assez paradoxal parce que majoritairement ce sont des prisonniers de guerre alors que l'aviation devait être utilisée pour faire revenir les blessés le plus rapidement possible. Donc les prisonniers sont majoritaires mais ne sont pas prioritaires. Donc je m'explique. Les prisonniers, donc, si vous regardez la première ligne, la ligne du 21 mai à la fin août 1945, qui sont les deux dates au cours desquelles les rapatriements ont lieu au Bourget. On voit que les prisonniers de guerre sont majoritaires. À 53%, ce sont des prisonniers de guerre qui rentrent par l'aéroport du Bourget. Les déportés sont 33%, et puis les STO et puis les travailleurs en Allemagne, 13%, un peu plus de 13%. Et ce chiffre paraît paradoxal, on s'attendrait à avoir un chiffre beaucoup plus important de déportés. C'est la raison pour laquelle, en fait, il faut entrer dans les détails. Et donc, les détails, mais ils sont sur les lignes d'en dessous. Donc, j'ai scindé en deux périodes en fonction des sources que j'ai pu consulter. Donc, du 21 mai au 21 juin, le premier mois de rapatriement, les prisonniers de guerre sont 30% et les déportés sont 52%. Et là, ça paraît beaucoup plus logique. Et si on entre encore plus dans les détails, la toute première semaine de rapatriement, donc du 23 au 31 mai, il y a 29%, arrondissons, il y a 29% de prisonniers de guerre et il y a 69% de déportés. Donc là, il apparaît bien que l'armée de l'air, enfin le rapatriement par air, pardon, ont été utilisés d'abord pour les déportés, et puis les prisonniers de guerre ont aussi été rapatriés. Et dans la deuxième période, donc 21 juin jusqu'à la fin du mois d'août, là, les déportés pour l'essentiel sont rentrés, donc on les retrouve mais à 14%, et 76% donc de prisonniers de guerre, ce qui nous permet de comprendre donc le chiffre qui est en orange de 53% de prisonniers de guerre, donc des prisonniers de guerre qui rentrent majoritairement par l'aéroport du Bourget. Alors, si on entre un peu plus dans les détails pour savoir comment ce rapatriement avait lieu, donc en fait, les Français à rapatrier étaient regroupés dans des camps très très provisoires, à proximité des aéroports, mais pas sur l'aéroport évidemment pour ne pas gêner la rotation des avions. Et donc, ils pouvaient être regroupés dans des camps qui étaient à 50-70 km de l'aéroport. On les faisait monter dans des camions et ils étaient acheminés vers les aéroports. Les prisonniers de guerre, les déportés et puis les requis du STO, donc ensuite montent dans ces avions. Ils montent à peu près par groupe de 25, à peu près 20-25. Sur la carte que je vous projette, donc j'ai repris les zones d'occupation, et puis je vous ai indiqué les aéroports. Alors, les aéroports dont les noms sont soulignés sont les aéroports qui figurent sur le tableau chronologique que je vous ai reproduit à côté, qui est le tableau qui recense la première semaine d'action du rapatriement au Bourget. Et puis les autres noms, par exemple Berlin, par exemple Prague ou Linz, ce sont des aéroports dont on a connaissance par d'autres témoignages, mais qui ne figurent pas sur le document à côté. Voilà, donc j'ai séparé les deux pour respecter les sources. Alors, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a plusieurs missions par jour. Si vous regardez, le 23 mai, vous avez 2 avions qui partent pour Pilsen et 2 avions qui partent pour Lunebourg. On s'aperçoit aussi qu'il y a des colonnes qui sont séparées entre déportés, prisonniers et requis. Et donc, on voit bien que la première semaine, c'est vraiment les déportés qui sont majoritaires. On voit dans la colonne prisonniers ou requis, donc on a un regroupement des gens qui sont estimés être plus valides. Et effectivement, ils étaient plus valides.
Ça peut sembler imprécis en fait cette colonne, mais on s'aperçoit dans la dernière colonne observation que tout est précisé. Donc si par exemple vous regardez à la hauteur du 26 mai, on voit qu'il y a 21 prisonniers, dont un bébé. Donc c'est forcément un enfant qui va être, c'est un enfant déporté, qui va être mis dans la colonne requis. C'est un enfant né dans les camps. On voit dans cette dernière colonne qu'il y a des requis étrangers, plusieurs fois des enfants. On voit que surtout en bas, à la fin du mois de mai, à l'extrême fin du mois de mai, on s'aperçoit que certaines missions restent sur place parce que l'avion n'est pas rentré faute des passagers. Donc en fait, l'avion attend sur place, sur l'aéroport, que des Français soient amenés et ensuite il pourra redécoller. On voit aussi qu'il y a une surveillance puisque on voit marqué un travailleur suspect, on voit marqué 2 Allemandes, un requis suspect. Alors, on sait qu'à la fin de la guerre, des soldats allemands et notamment des SS ont essayé d'échapper aux poursuites en se faisant passer pour des Alsaciens. Et donc, il y a, dès le rapatriement, avant même qu'ils soient sur le sol français, il y a quand même une surveillance qui est effectuée. Le transport dure, alors suivant évidemment la localisation de l'aéroport, mais ça dure en moyenne 3 heures. Les avions atterrissent au Bourget entre 16h et 19h. Et après l'atterrissage, donc l'avion est conduit dans une aire spéciale de l'aéroport. Les opérations de débarquement sont très rapides. Elles sont effectuées avec du personnel médical qui prend la suite des IPSA, et puis également avec de jeunes soldats de la base aérienne 104 qui étaient stationnés au Bourget. Ensuite, suivant leur état de santé, ils sont amenés vers le Val-de-Grâce, vers la gare d'Orsay, et puis ensuite dans leur département où les prisonniers de guerre, seulement à ce moment-là, seront démobilisés. Donc en fait, l'arrivée sur le sol français n'est pas symbole de démobilisation, il reste des soldats. Alors, la dernière partie de mon exposé vient d'une association un peu originale qui m'a interpellée et que j'ai voulu fouiller un petit peu plus. C'est l'association entre le Bourget et les prisonniers de guerre. Cette association, en fait, elle apparaît dans 2 sources. La première source, c'est un film qui a été réalisé en juin 1945 et qui a été diffusé par les Actualités françaises. Alors, les Actualités françaises, c'est une société d'État, donc rien n'est laissé au hasard. Et alors, je ne peux pas vous passer le petit film qui dure 2 minutes 17 pour des questions de droit. J'ai pas payé les droits, donc je ne peux pas vous le diffuser. Je peux néanmoins vous projeter cette image qui est extraite de ce film, parce que lors de la journée d'études du 15 mai, c'était l'image qui illustrait la plaquette, et donc là, je pouvais l'utiliser. Alors, sur cette image, donc, on est sur l'aéroport du Bourget, et on voit au premier plan, mais pas totalement au premier plan, un petit peu décalé sur la droite, on voit un soldat français qui fait un salut militaire et qui est donc le 1 000e rapatrié, un prisonnier de guerre. Et juste derrière lui, je pense que vous distinguez un homme qui porte une valise et qui porte aussi des lunettes noires, et lui, c'est un déporté qui s'appelle Albert Romer. Donc, il y a un déporté, Albert Romer, il y a ce prisonnier qui s'appelle Jules Caron, et donc, moi, ce qui m'a posé question, c'est de savoir pourquoi c'est le nom du prisonnier qui est mis en avant, et pourquoi pas le nom du déporté. Donc, ce film, il est diffusé aux Actualités françaises. Les Actualités françaises, c'était les informations qui étaient diffusées dans les cinémas, à une époque où, évidemment, il y avait pas, tout le monde n'avait pas la télévision, loin de là, et ces actualités étaient diffusées avant le film.
Et donc, l'accent est mis sur le millionième rapatrié, un prisonnier de guerre. Alors, le mot important, c'est rapatrié, parce qu'il n'y a pas eu 1 million de prisonniers de guerre rapatriés par air. On a vu, hein, il y avait 950 000 à rapatrier en 1943. Donc, on n'est pas dans le million. Pourquoi avoir choisi un prisonnier de guerre? C'est la question que je me suis demandée. Alors, première hypothèse, pour ne pas montrer les déportés, leur état de santé. Mais là, en l'occurrence, c'est pas une hypothèse qui s'avère juste, puisqu'on voit que le déporté marche, hein, il marche tout seul, porte même sa valise lui-même. Et puis, les actualités françaises, au mois de mai, ont montré énormément d'images de déportés, de retour des déportés dans la gare d'Orsay, de retour des déportés et de prise en charge des déportés à l'hôtel Lutetia. Et donc, ça n'est pas la raison. En fait, la raison, elle est expliquée dans le commentaire du reportage qui nous dit que l'objectif est de valoriser les alliés qui ont permis à des prisonniers de guerre de rentrer depuis le 11 avril. Donc l'association Le Bourget prisonniers de guerre est une association qui a pour but de remercier les alliés, donc les Américains, avec les forteresses volantes qui ont effectivement fait rentrer 116 000 prisonniers de guerre, alors qu'au Bourget, il n'y a que 16 000 prisonniers de guerre qui sont rentrés. L'autre source qui nous disait la même chose, mais là ça s'explique plus logiquement, c'est une source qui vient, c'est un reportage de l'armée. Donc voilà, ça c'est le reportage des actualités françaises. C'est un symbole si ce retour est si rapide, si le retour de milliers de prisonniers a été tellement accéléré, nous le devons à l'aide alliée qui chaque jour a mis à la disposition de la France des centaines d'avions de transport. Donc là, il y a une confusion prisonniers, rapatriés, mais en tout cas, l'objectif est de remercier les alliés. Et le deuxième reportage dont je vous parlais, c'est un reportage photographique qui est réalisé par l'armée. Et donc là, très logiquement, il montre un prisonnier de guerre, puisque les prisonniers de guerre sont des soldats et sont restés des soldats durant toute leur captivité. Et là aussi, dans une légende des photos, puisqu'il y a 5 photos, il s'agit plutôt de faire honneur à cette part non négligeable de la population qui retrouve, après plusieurs années d'exil, un pays changé où ils devront se faire une place. Donc là, on voit qu'on fait moins appel aux alliés, mais en même temps, sur une des photos, on voit que le soldat rapatrié, donc Jules Caron, il est au garde-à-vous durant l'exécution des hymnes alliés et puis il est accueilli par des délégations françaises, mais aussi des délégations américaines et britanniques. Voilà, donc au total, si on fait le bilan du retour des prisonniers de guerre par l'aéroport du Bourget, effectivement, c'est un retour spécifique. D'abord parce que ce sont des militaires, pas des civils, qui rentrent. Donc on les avait associés aux autres rapatriés, mais ils ont quand même cette spécificité-là qu'il ne faut jamais oublier, puisque beaucoup oublient que les prisonniers de guerre restent des soldats, ne sont plus des combattants, mais restent des soldats. C'est un retour spécifique aussi parce que l'essentiel des prisonniers de guerre sont rentrés par la voie terrestre. C'est un retour spécifique parce que les prisonniers de guerre rentrent dans un état de santé quand même meilleur que celui des déportés. Leur retour permet aussi de remercier les alliés. Et puis, il faut bien avoir en tête que si le retour des déportés et des STO et des travailleurs marque la fin de la captivité, pas la fin des problèmes, mais la fin de la captivité, pour les prisonniers de guerre, ils restent toujours des soldats et ils ne sont démobilisés que lorsqu'ils rentrent dans leur département. Donc il y a encore un délai pour qu'ils puissent faire leur retour à la vie civile. Voilà, je vous remercie. Merci Evelyne pour
pour cette intervention particulièrement intéressante. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, c'est l'occasion pour vous. Alors vous pouvez utiliser la petite main numérique qui est dans le panel d'outils de Teams. Donc là, n'hésitez pas, ou simplement prendre la parole. N'oubliez simplement pas d'allumer votre micro. J'en profite aussi pour annoncer que Evelyne aura l'occasion de refaire une conférence aux Invalides. Ce sera, si je ne m'abuse, le mardi 21 octobre, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce qu'on a l'heure exactement? 13h45, 15h. D'accord, très bien. Et ça portera sur une comparaison entre le retour des prisonniers de guerre de la Première Guerre mondiale et de la Deuxième Guerre mondiale. Très bien, c'est encore Et un c'est, sujet. pardon, et c'est, alors là, moi, ça m'étonne vraiment, enfin, je suis ravie hein, que le musée de l'armée ait fait appel à moi, parce que c'est dans un cycle de conférences qui porte sur les mémoires et les grands hommes de la guerre. Et donc, les conférences précédentes qui ont lieu la semaine d'avant, donc la semaine là qui vient, portent sur le drapeau français, et puis ensuite porte sur Staline, et puis ensuite porte sur Truman, Churchill, Roosevelt, et sur les prisonniers de guerre. Donc je trouve que associer les prisonniers de guerre au grand nom et puis au drapeau, c'est une vision tout à fait intéressante, et ça aurait été totalement impensable, je pense, il y a quelques années. Ça montre bien que les prisonniers de guerre prennent une importance de plus en plus grande voilà, dans la connaissance précise de la Seconde Guerre mondiale. Merci, en effet, c'est à noter et à encourager. Donc, Oh là oui. on peut aussi, si l'agenda le permet, prendre date pour le 21 octobre aux Invalides. Voilà C'est gratuit, mais il faut quelques... s'inscrire. Juste précision, parce que c'est à l'amphithéâtre Austerlitz Oui, qui tu fais bien a de le une préciser. capacité réduite, donc Il c'est y a gratuit. un site ou quelque chose comme ça Oui, il aussi? y a un site sur le musée de l'armée. D'accord, on va directement sur le site du Mm. musée de l'armée et tout renseignement. Parfait. Vous avez la parole. N'oubliez pas d'allumer les micros. Moi, j'ai trouvé ça très clair. Merci beaucoup pour cette conférence. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire néanmoins un mot sur le retour par camion notamment et puis toutes ces marches qu'il y a eu à travers l'Allemagne, puisque si je prends le cas de l'Oflag 2B par exemple, à peu près 3000 prisonniers ont fait pour 60% d'entre eux environ 300 km à pied, et le reste de ces 3000 prisonniers en ont fait 500. On a le cas de prisonniers américains qui vont partir de l'Oflag 21B de Choubine, enfin qui est devenu entre-temps le FLAG 64, et qui, eux, vont faire 700 km à pied. Donc, Alors non seulement il y a ce kilométrage qui est hallucinant, et puis en plus très souvent ils tournaient en rond, les prisonniers de guerre, parce que à la fin de la guerre, la situation en Allemagne est tellement chaotique que à la fois l'Ouest est envahi par les Américains et les Anglais qui repoussent l'armée, et qui donc entre en contact avec les camps au fur et à mesure. Et puis, il y a tout ce reflux qui vient de l'Est, puisque les Allemands fuient devant l'avancée soviétique, et les Allemands ferment les stalags et les oflags pour déplacer, puis d'ailleurs aussi les camps de concentration, pour déplacer les gens pour ne pas tomber aux mains des soviétiques. Donc en fait, il y a toute cette population d'Allemands et puis de déportés et de prisonniers de guerre de toute nationalité qui sont repoussés vers l'Ouest
par la crainte de l'armée soviétique. Et c'est principalement à cette occasion-là que sont développées, alors pour les déportés, ce sont les marches de la mort, mais pour les prisonniers de guerre, c'est ces marches de plusieurs centaines de kilomètres. Et parfois, les Allemands qui sont en charge de ces prisonniers de guerre ne savent pas du tout les emmener. Ça se voit très bien dans la bande dessinée que Jacques Tardy a consacrée à son père. Moi, René Tardy, prisonnier à l'Oflag de B, je crois, dans mon souvenir, c'est l'Oflag de B. Stalag de B. C'est Stalag. Et donc Jacques Tardy a reconstitué le trajet de son père et on voit que c'est une boucle parce qu'ils ne savent pas quoi en faire, donc ils les font tourner. Ensuite, on en parlait tout à l'heure avec Étienne, donc ils arrivent dans des camps, ils sont dans des camps de passage, les camps sont surpeuplés, et ensuite, ça nous permet bien de comprendre qu'il est difficile pour les prisonniers de guerre d'obéir à la demande des Alliés de rester sur place en attendant qu'on s'occupe d'eux. Donc ça permet bien de comprendre qu'il y en a qui se disent je peux marcher au point où j'en suis, je rentre chez moi. Et donc ils essayent de rentrer chez eux directement. Si bien que sur la frontière française, à emplacement régulier, il y avait des centres d'accueil pour filtrer, alors à la fois filtrer les Français et puis ceux qui n'étaient pas français qui essayaient d'entrer en France de cette manière-là, pour également voir ceux qui étaient malades et ceux qui ne l'étaient pas, ceux qui éventuellement pouvaient amener des épidémies ou pas. Donc il y avait à l'entrée sur le territoire français des centres d'accueil qui étaient en même temps des centres de tri, des centres de surveillance des gens qui entraient en France. Il y a un afflux énorme au moment où, de l'autre côté, les Américains et les Anglais entrent dans le territoire allemand. Enfin, donc, c'est une situation chaotique, plus que chaotique, très, très compliquée. Alors, je ne sais pas si tu as des chiffres concernant aussi des retours plus particuliers de prisonniers qui se sont retrouvés du côté soviétique. Je prends l'exemple d'une ville dont malheureusement on entend parler beaucoup aujourd'hui, qui est Odessa, avec des retours par bateau depuis Odessa jusqu'à Marseille. Je ne sais pas quel peut être le pourcentage et si on a des données là-dessus. Alors là, j'avoue, je ne l'ai pas en tête du tout. Pour les soviétiques, en fait, la gestion des prisonniers de guerre est compliquée. D'abord parce que dans l'idéologie stalinienne, j'allais dire communiste, mais non, stalinienne, les prisonniers de guerre se sont probablement pas suffisamment battus. Donc les prisonniers de guerre soviétiques, les rares qui ont survécu, sont très très mal considérés. Et les prisonniers de guerre non soviétiques sont l'objet de suspicions très importantes parce que les soviétiques pensent que souvent à juste titre, pensent que des Allemands se cachent parmi eux. Et donc, les prisonniers vont passer les prisonniers de guerre, notamment français, vont passer par un certain nombre de camps. Le camp le plus connu, c'est Tambov, où ils vont être détenus en attendant que toutes les vérifications, pardon, je cherchais le mot, que toutes les vérifications aient été faites. Leur gros problème, c'est les malgré nous. Ils ne comprennent absolument pas les malgré nous, qui pour eux sont des Allemands, d'autant qu'ils se battaient sous uniforme allemand. Et puis ensuite, il faut prendre aussi en compte le fait que l'URSS n'a pas les moyens, en termes d'infrastructure, d'acheminer les prisonniers aussi facilement vers l'ouest. Donc il y a aussi ce délai-là, parce qu'il y a un vrai problème d'infrastructure, de camions, de bateaux à mettre en place pour ramener les prisonniers de guerre. Donc effectivement, les prisonniers de guerre français, certains vont passer par le nord, d'autres par Odessa. Ceux d'Odessa arrivent dans le port de Marseille. Dans mon souvenir, mais je ne l'ai pas bien travaillé ça, donc je ne suis pas très très précise. Dans mon souvenir, c'est vers le mois d'août-septembre, mais je ne suis pas sûre du tout. Donc là, je peux être dans l'erreur. Il y a le cas d'un groupe de 3 prisonniers qui quittent la colonne à pied dont je parlais tout à l'heure, qui, eux, vont être envoyés vers l'Est et qui vont revenir d'Union soviétique par le train, mais ils ne vont rentrer qu'au mois d'août. Et parmi eux, il y a le petit-fils du maréchal Foch, par exemple.
Et puis, il y a un autre cas qui serait intéressant d'être étudié. Alors, je ne sais pas s'il y a déjà eu des études en la matière, mais quand on parle du retour des prisonniers, il y a aussi le retour des corps des prisonniers qui sont morts pendant la captivité. Et donc là, on a des cas de bateaux qui vont revenir, par exemple, de Pologne ou à Danzig, dans la ville actuelle de Gdansk. Il y a toujours un cimetière militaire français qui dépend aujourd'hui de l'ambassade de France à Varsovie. Et là, il va y avoir des demandes de restitution par les familles avec des corps qui vont revenir par bateau. Alors, je connais un cas, 1949, retour d'Allemagne par bateau, mais 1951, retour de corps qui ont été rassemblés au cimetière français de Gdansk. Oui, alors là, il y a un délai qui peut sembler important. Le retour des corps, en fait, c'est un problème qui a été géré à la fin de la Première Guerre mondiale et qui a été géré de manière assez lente parce que les prisonniers de guerre avaient été enterrés au moment où ils décédaient en Allemagne pendant la Première Guerre mondiale. Et donc, les autorités françaises ne voyaient pas forcément pourquoi les faire revenir. Il y a des pays qui laissent les corps dans des cimetières militaires là où ils sont tombés, puis il y en a d'autres qui rapatrient les corps. Donc, la gestion du rapatriement des décédés a été un peu longue à la fin de la Première Guerre mondiale, mais ce problème-là, il est réglé pendant la à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le problème, c'est un problème de financement, c'est toujours la même chose, parce que le rapatriement des corps, il n'est pas financé par les familles. Les familles le demandent ou ne le demandent pas, mais ce n'est pas financé par les familles, c'est financé par l'État. Et donc, en 1945, 46, 47, il y a d'autres priorités que le rapatriement des corps, qui par ailleurs ont été enterrés avec les honneurs, à la fois les honneurs des prisonniers de guerre français qui évidemment ont accompagné leurs camarades, mais souvent il y avait aussi des Allemands qui étaient présents, enfin des officiers allemands étaient présents, rendaient les honneurs, etc. Donc ils étaient enterrés en Allemagne et donc l'urgence de les rapatrier en France n'apparaissait pas à un moment où il y avait d'autres soucis financiers. D'où le délai qui peut paraître long, pour faire, qui est long d'ailleurs, pour faire revenir les corps. Merci de cette réponse.